3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Christian Parizeau est avec nous, économiste bien sûr et président d'Altair Economics. Bonsoir Christian. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Alain Dubrul d'être à nos côtés également. Bonsoir Alain. Bonsoir Grégoire. Directeur de la gestion de Claresco et Vincent Lequertier qui complète ce trio. Bonsoir Vincent. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Vous êtes responsable de l'allocation d'actifs de WeSave. Évacuons le sujet chinois pour commencer cette émission. C'est la question que je posais en introduction et que je vous renvoie, Vincent. Est-ce que les dernières mesures annoncées ou pressenties qui visent visiblement à soutenir assez directement les marchés actions chinois et ces 2 jours de rebond qu'on a pu voir sur les bourses chinoises, que ce soit les marchés domestiques ou le marché de Hong Kong, est-ce que ça suffit à appeler un plancher ou un point bas, au moins temporaire, sur ces marchés d'actions chinois? Alors, je ne suis pas technicien, mais d'un point de vue technique, vous étiez sur un support important. Donc, de toute façon, vous étiez sur une zone d'alerte pour un certain nombre d'investisseurs. Est-ce que le fait de mettre à la louche 300 milliards de dollars sur la table pourrait changer grand-chose si vous rapportez ça à la capitalisation du Hang Seng, 5-6% de la capitalisation. Donc ça ne change pas grand-chose au sujet. Alors rapporter là c'est à la capitalisation totale. Donc si on regarde le flottant, peut-être que ça aurait un peu plus d'impact. De toute façon, je ne pense pas que ça change grand-chose. La conclusion, c'est quoi? C'est que vous avez une forme de nationalisation additionnelle de la bourse. Donc, je ne suis pas certain que ça soit le meilleur des messages que vous fassiez passer aux investisseurs, et notamment aux investisseurs ESG. Donc voilà, je ne suis pas sûr que ça soit quelque chose de transformant. Le fait de baisser les taux d'intérêt, ou en tout cas les réserves obligatoires, des banques, est-ce que ça change quelque chose? Je pense que c'était pas tellement un problème d'offre de crédit qui est un sujet, c'est plus la demande de crédit. Les ménages n'ont pas envie de s'endetter pour l'immobilier vu qu'ils sont déjà collés avec. Et les entreprises ont une perspective d'activité qui a tendance au fur et à mesure à se dégrader. Donc vous avez moins besoin d'emprunter pour investir. Donc, j'ai pas le sentiment que ça change grand-chose à la situation. Ça reste plus réactif que proactif. Exactement. Et c'est plus une question d'image de marque qui est nécessaire. Par contre, là où il fallait, je pense quand même, et où je pense qu'il faut quand même essayer de calmer le jeu sur les marchés d'actions, c'est qu'au bout d'un certain temps, si votre capitalisation en relatif par rapport aux autres marchés se dégrade, ça veut dire que votre pouvoir d'achat à l'extérieur, si vous voulez faire une OPA, une OPE, vous êtes en train de perdre des moyens. Ça veut dire que si vous voulez faire des emprunts qui sont calibrés par rapport à la taille de vos actifs, vous empruntez moins que d'autres zones, donc vous perdez en potentiel de dynamique relative. Donc au bout d'un certain temps, oui, c'est important de calmer le jeu et même d'essayer de soutenir la bourse. Oui, donc il y a même un enjeu politique, presque. Vous dites, la bourse chinoise doit refléter la puissance chinoise. Hong Kong vient de se faire dépasser en termes de market cap par la bourse indienne. On voit tous les efforts qui sont faits par les opérateurs boursiers japonais, par exemple, pour justement rester dans l'histoire boursière mondiale. Oui, il y a des enjeux forts quand même derrière. Et je pense qu'il y a un enjeu important aussi dans la zone. C'est-à-dire que pour la Chine, du point de vue du statut, il était une évidence pour eux que c'était eux qui seraient les leaders. La question commence à se poser un petit peu plus, au moins d'un point de vue financier. Christian, est-ce qu'il y a un début de panique de la part des officiels chinois qui continuent de multiplier des mesures dont on sait que le track record est jusqu'à présent assez faible? Oui, très clairement. Le problème, c'est que la Chine a un problème de demande, pas d'offre. Ouais. Et toute la réponse aujourd'hui des Chinois, c'est sur l'offre. On le voit, ils essayent de relancer. Ils ont fait un plan infrastructure qui n'a pas marché. Ils ont fait un plan, là, ils ont un nouveau plan qui est pour stabiliser la situation financière des provinces et des collectivités locales, mais qui ne redonne pas de la croissance. Et l'autre partie du plan, c'est de stimuler les investissements productifs dans des secteurs dans lesquels on a déjà des surinvestissements. Je vous donne juste une idée pour vous donner à quel point on marche sur la tête en Chine. On est aujourd'hui sur la production de panneaux solaires, au dernier chiffre connu, plus 56%. Vous avez tous entendu parler quand même qu'on stockait un peu les
panneaux solaires. Et c'est un des secteurs qui est aujourd'hui prioritaire dans le plan de relance chinois. Il faut investir dans les panneaux solaires, dans ce qui est censé être l'avenir de la Chine, de produire toujours plus de technologies, et notamment ce segment-là. Véhicules électriques, globalement, la Chine pourra répondre à la demande mondiale de véhicules électriques à la fin de cette année, en termes de capacité de production. La production chinoise de véhicules électriques 2024 en capacité de production pourrait servir l'ensemble de la demande mondiale. Voilà. Donc je peux vous dire qu'ils vont casser les prix sur les véhicules électriques. Je pense qu'ils vont être agressifs. Mais ça, c'est des stratégies de défense. Alors, oui, c'est parce que justement, ils n'arrivent plus à saturer leur marché domestique avec ces produits-là. Il n'y a pas que ça. Le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut une relance via les entreprises d'État. Et là, on voit une déconnexion de la croissance entre les entreprises d'État et les entreprises du secteur privé. Et aujourd'hui, quand vous avez un chiffre de production industrielle, ce sont les entreprises d'État qui tirent vers le haut la production industrielle et pas les entreprises privées. Donc aujourd'hui, ils ont fait un énorme plan de relance qui ne se voit pas vraiment parce que ce n'est pas aussi visible qu'on croit, mais qui a poussé les entreprises d'État à investir sur les secteurs prioritaires du plan chinois, stratégique chinois, qui va entraîner des capacités de production très excédentaires, encore plus sur leur marché intérieur, ce qui va faire que la Chine va être très agressive sur ses marchés extérieurs, va exporter sa désinflation et va jouer. Alors là, c'est la seule stratégie qui s'offre à eux aujourd'hui. Alors non, c'est pas la seule, mais c'est là politiquement qui est acceptable pour le gouvernement chinois. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que je vous prends juste l'exemple là de la baisse des réserves obligatoires. C'est quoi ? On va baisser les réserves obligatoires, les banques vont prêter plus facilement. Mais qui va emprunter ? Comme ça a été dit, c'est pas les ménages chinois. Ils ont pas envie d'acheter de l'immobilier, ils ont compris. Donc ça va être les entreprises d'État qui vont emprunter auprès des banques chinoises pour faire des investissements qui servent à rien, mais qui vont accroître les capacités d'offre et qui va leur permettre encore d'essayer d'exporter plus à prix bradé. Donc qui sera non rentable. Donc ça va faire monter les créances douteuses dans les bilans des banques et ça va pas forcément relancer l'économie chinoise. Donc franchement, la vraie relance, ça serait une relance de baisse d'impôts massifs vis-à-vis des ménages, de soutien de la consommation. On n'en sort sauf pas. Que c'est pas dans l'idéologie. Le modèle domestique tel qu'il était présenté et voulu ne fonctionne pas. Ne fonctionne pas et monsieur. Et c'est même un retour en arrière, j'ai l'impression. Alors même monsieur Xi Jinping ne veut pas. Il a dit que les ménages chinois devaient s'enrichir par le travail et non par des aides d'État. Donc il y a un problème idéologique aujourd'hui dans la Chine qui aujourd'hui est bloqué parce que les États-Unis ont plus ou moins fermé le marché américain, qu'ils ont moins facilement accès aux consommateurs américains. Donc les entreprises du secteur privé chinois préfèrent, même chinoises, préfèrent investir maintenant en Inde, en Vietnam pour contourner les barrières douanières américaines. Et donc on est sur véritablement un plan de relance qui s'annonce infructueux. Ouais. Et c'est peut-être ça l'élément central parce que jusqu'à présent on avait toujours la bourse qui rebondissait en se disant ils vont faire un plan de relance par les infrastructures. On voit que maintenant ça atteint un peu ses limites, qui sont les infrastructures nécessaires. Donc on avait toujours cette idée, le plan de relance était la solution miracle, ils maîtrisaient leur économie, ils allaient relancer l'économie. Et là on voit qu'ils ont un vrai problème méthodologique et il y a un vrai échec des derniers plans, même s'ils ne l'ont pas dit, ils ne l'ont pas annoncé officiellement parce que je pense qu'ils ne voulaient pas. Mais je vous prends juste un exemple, les investissements dans les infrastructures, c'est plus 8% sur un an. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de plan dans les infrastructures. Ils investissent massivement dans les infrastructures, mais ce n'est pas suffisant aujourd'hui pour relancer l'économie chinoise, parce que c'est le consommateur chinois qui est en panne. Ouais. Et je dirais que pour bien faire, il faudrait presque qu'il fasse un chèque, comme a fait Biden, aux Chinois pour qu'ils consomment. Et ça, ce n'est pas dans l'idéologie chinoise d'aujourd'hui, et c'est là que ça bloque aujourd'hui sur l'économie chinoise. À propos du consommateur chinois, Alain, alors déjà, que vous inspire la situation chinoise ? Bon, on en discute, on peut en discuter tous les jours. Moi, ce qui m'intéresse aussi, et notamment à l'occasion des publications de résultats qu'on va avoir, c'est que nous disent les secteurs qui sont reliés à la consommation chinoise aujourd'hui. Je pense évidemment au premier d'entre eux, le luxe européen et français. C'est ce qu'on va voir prochainement, mais il faut rappeler, pour l'instant, on se comparait au dernier trimestre avec une période où les Chinois étaient encore en containment Covid. Donc les bases sont encore relativement faciles, donc il n'y a pas de chiffres, les tendances devraient a priori rester positives, il n'y a pas de grande baisse. Et puis tout ce qui est cosmétique luxe, on est aussi, même si la consommation est moins dynamique qu'avant, on est toujours dans une phase d'embourgeoisement progressif quand même. Les classes moyennes progressent, donc le nombre de consommateurs qui accèdent à ces produits augmente chaque année, malgré la croissance ralentie. Donc c'est quand même des éléments, disons que c'est pas le fait que chacun consomme plus ou moins, mais c'est qu'il y a plus de consommateurs, tout compris, qui accèdent à ces catégories. Donc ça offre quand même une certaine résilience. Enfin, pour l'instant, on note effectivement les messages, c'est qu'il n'y a pas d'euphorie côté chinois, mais pas non plus d'énormes trous d'air à ce stade, mais les comparables sont encore faciles. Alors c'est vrai que par tout ce qui concerne des métiers comme le cognac,
ou autres. Là, comme il y a des effets de stock qui sont très importants, bon, ça vient aussi des États-Unis, mais il y a eu des effets de déstockage, restockage sensibles. Mais qui Rémi Cointreau, je prenais l'exemple de Rémi Cointreau, c'est sur les plus bas Covid, le cours de bourse. Oui. Et oui, de mars 2020. À un moment, on était à moins 45. On a effacé 3 ans, 4 ans quasiment de performance boursière. Il faut rappeler aussi qu'il y a énormément de stocks dans ces entreprises, donc les taux plus élevés aussi s'ajoutent, etc. Mais voilà, en tout cas, la consommation chinoise, je crois que ça n'étonnera personne, elle est médiocre pour l'instant. Maintenant, pour ce qui est de la bourse, il faut rappeler quand même que ça fait déjà pas mal de mois qu'on dit que le marché chinois est au plus bas. On le disait déjà en septembre-octobre. Rappelons, les marchés, en gros, si on se positionne en euros, les marchés actions l'année dernière, ils ont progressé de 18%, 22% aux États-Unis, 16% en Europe, moins 17% en Chine si on prend l'indice des valeurs domestiques, tout ça en euros. Donc il y a déjà un énorme gap aujourd'hui, depuis le début de l'année, enfin, à part les toutes dernières séances, on était encore en baisse de quasiment 10% côté chinois, donc c'était vraiment le crash. Donc là, des nouvelles qui ont leurs limites, mais on part de tellement bas que c'est pas illogique qu'il y ait un petit mouvement de rebond. Maintenant, est-ce que ce rebond sera durable et fort ? Effectivement, ce que dit Christian, c'est pas gagné. On ne peut pas dire qu'ils investissent du bon côté. Et c'est vrai que sur les capacités de production chinoises dans certaines industries, c'est colossal. Rappelons que par exemple, dans le solaire, je crois que les capacités de production mondiales se rapprochent de 900 gigawatts. 80% d'ailleurs vient de Chine. Et l'année dernière, je crois qu'on a les installations, c'était même pas la moitié de ça. Donc il y a un écart entre la capacité de production, principalement chinoise, et un marché qui a envie, mais qui ne suit pas aussi vite qu'il ne pourrait ou devrait. Donc il y a des surcapacités, donc des stocks qui s'accumulent, donc des prix, effectivement, qui vont continuer à baisser. Même si sur son marché, la Chine a installé, en termes de capacité solaire, l'équivalent de ce que le reste du monde a installé l'an dernier. Mais ça ne suffit pas à saturer les capacités de production. En tout cas, ça ne suffit pas à absorber toute la production de panneaux solaires réalisés en Chine. Plus de panneaux solaires installés en Chine l'année dernière que dans le reste du monde. Mais comme c'est eux qui produisent tout, ils ont une capacité colossale, il y a malgré tout une imbalance. Il y a trop d'offres, pas assez de demandes pour l'instant. Est-ce que, alors je ne suis pas un peu spéculatif, mais s'il faut concevoir la possibilité d'un rebond des actions chinoises, est-ce que ça peut défaire certaines positions qui ont profité justement de l'ininvestibilité de la Chine, comme on dit, Vincent ? Tout le monde nous raconte que le marché indien a particulièrement profité de cette mécanique, peut-être le Japon également, dans une certaine mesure. Alors, il y a évidemment des long shorts qui ont été mis en place, c'est un grand classique. Le Japon, j'ai un peu de doute sur le sujet dans la mesure où il est plus pays développé que pays émergent. Donc l'Inde, oui, s'il devait y avoir un long short qui se déboucle, donc en clair un peu de rachat de Chine, il y aurait probablement un peu de vente d'Inde en face, d'autant plus que vous avez une élection qui approche. Et un marché qui est globalement cher. Alors vous pouvez lui accorder des perspectives sympathiques quand même, mais objectivement les ratios de valorisation sont relativement élevés. Riche. Donc, voilà. Donc oui, il peut y avoir un peu de débouclement, et c'est mon pressentiment que pendant quelques semaines on risque d'avoir ça. Mais par contre, des flux acheteurs structurels de nouveau sur la Chine, j'ai beaucoup de doutes parce que les gestions traditionnelles, je dirais, ont été rincées l'année dernière, sur les deux dernières années. Le marché va toujours là où ça fait mal, c'est-à-dire qu'il y avait quand même un consensus assez constructif sur la Chine qui a été pris à contre-pied tout au long de l'année. Je pense que d'un point de vue intellectuel, ça devient de plus en plus difficile à justifier auprès des clients d'avoir été chaud en début d'année dernière, très froid et même à sortir les pauses pendant l'année et revenir de nouveau en début d'année. Par contre, entre guillemets, les petits malins ou ceux qui ont les moyens de jouer, d'avoir potentiellement un plan de relance sur la bourse en tout début d'année, c'est plutôt favorable parce que si vous devez tenter un coup, c'est plutôt en début d'année que vous le faites. Au pire, s'il est perdant, vous avez tout le reste de l'année pour essayer de vous rattraper. Bon. Après, juste un petit mot. Rapidement. Dans la Chine, il y a maintenant de plus en plus d'investisseurs, ils regardent quand même la partie structurelle de la Chine. Donc on n'en est même plus à regarder le conjoncturel. Et ce qui a beaucoup marqué les esprits, c'est la statistique de cette baisse de la population totale chinoise sur l'année 2023. Alors un peu exceptionnelle, on le sait, parce qu'il y a un taux de mortalité qui était particulièrement élevé. Mais ça marque énormément les esprits. Et quand on voit que la population totale baisse dans un pays, c'est clairement très négatif sur le long terme. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'investisseurs qui ont mis vraiment une croix sur la Chine sur des aspects structurels. Elle baisse pas que conjoncturels. Au total,
mais elle baisse encore plus fortement pour les classes actives, le prime age entre 25 et 60 ans, qui est là le réservoir de force de travail qui a perdu 10 millions qui est censé être la future classe de 10 millions d'âmes l'an dernier. Et tout ça, donc ça marque beaucoup les esprits. Donc faut vraiment avoir en tête qu'aujourd'hui, beaucoup d'investisseurs surpondèrent beaucoup cet aspect structurel. Il y a quand même un autre point à rappeler, c'est que la Chine n'est pas la Russie, ni l'Argentine, mais c'est quand même un pays où on n'est pas exactement sûr de la propriété. Pour un investisseur étranger, quand on investit dans des sociétés chinoises, l'État peut vous les spolier du jour au lendemain, comme ça s'est fait dans le passé en Argentine. Et puis, si un jour il y a un conflit avec Taïwan... rappelons-nous ce que sont devenus les actifs russes. Voilà. Toutes ces c'est quand épées même de un point en ligne sont encore suspendues. Au-delà de la valorisation qui, objectivement, peut être considérée le risk-reward très a changé. attractive aujourd'hui. Oui, c'est ça. La question du droit de propriété n'est pas tout à fait la même que dans d'autres pays. Ajusté de tous ces risques qu'on vient de citer, oui, effectivement, les espérances sur la Chine quelques sont mois, très différentes. Oui, j'entends. À long terme, est-ce que vraiment on a envie d'être propriétaire d'actifs en Chine ? Moi, le chiffre qui m'a marqué, c'est les investissements directs étrangers. On ne parle pas des flux boursiers, mais passer d'un record à près de 350 milliards de dollars en 2021, 2 ans après, 2023, tomber à zéro. On parle des investissements nets, bien sûr. Il y a toujours des gens qui investissent structurellement en Chine, plutôt peut-être d'ailleurs venant de l'Asie ou du Global South aujourd'hui. Mais il y a quand même là une rupture spectaculaire entre la Chine et le reste du monde. Et puis ce qui est très inquiétant, c'est quand vous avez des entreprises chinoises qui ne réinvestissent plus, alors privées, entreprises chinoises privées, qui ne réinvestissent plus leurs bénéfices sur la Chine et qui vont l'investir dans d'autres pays, dans l'Asie. Et ça, par contre, ça montre une vraie défiance du secteur privé chinois. Je profite de votre présence, Christian, pour faire un petit point semi-conducteur. C'est le moment d'en parler. Non, mais je sais que ça fait partie de votre tropisme, mais on est ravis de profiter de votre expertise. Bon, TSMC, ASML nous disent que le point bas de leur activité est derrière eux, sans doute autour du Q3 2023, et que désormais, on repart comme en 40, avec des croissances à 2 chiffres attendues. Qu'est-ce qu'on peut dire de la situation de l'activité du secteur et le lien avec la performance boursière, puisque le SOX, qui est le grand indice sectoriel des semi-conducteurs aux États-Unis, lui, il n'a pas attendu les résultats de TSMC et d'ASML pour décréter que le point bas d'activité était déjà passé. Le SOX bat des records depuis déjà plusieurs semaines et quelques mois, même maintenant, Christian. Alors c'est compliqué les semi-conducteurs en ce moment parce que même on a eu Texas Instruments qui était assez décevant publié hier parce que ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'on est sur un segment des semi-conducteurs qui se porte très bien et qui va peut-être exploser. Ça, c'est un segment. Ce segment, c'est naturellement les puces pour l'intelligence artificielle, qui sont des puces de haut de gamme, à forte valeur ajoutée et à forte marge. Donc, tous les acteurs qui touchent plus ou moins à ce segment-là vont très très bien, puisque, alors c'est naturellement Nvidia, mais ça commence à devenir cher, mais on l'a valorisé, parce que Nvidia était tout seul. Bon, maintenant, il y a AMD qui est en train de monter en puissance et qui va peut-être concurrencer Nvidia. Et puis, on a peut-être des acteurs comme Micron, par exemple, Micron Technology, qui fait des mémoires de base, des mémoires pour les smartphones, pour les PC, où là, il n'y a pas véritablement de valeur ajoutée. C'est de la commodité maintenant, c'est de la commodité, oui. Mais qui a l'idée de faire des mémoires pour les serveurs. Et ces mémoires, déjà, les serveurs sont très consommateurs, et ces mémoires sont ultra rapides, et donc, ils se font énormément de marge sur ces mémoires pour l'intelligence artificielle. Donc, par exemple, si vous prenez un acteur comme Texas Instruments, c'est pas bon. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dépendants de l'industrie, ils sont dépendants du secteur automobile, on vend moins de véhicules électriques qu'anticipé, et donc finalement on a besoin beaucoup moins de puces, et ça va très très mal parce que votre calculatrice, votre aspirateur, finalement c'est pas ce qui est booming en ce moment. Donc cet acteur-là souffre, et il est en train de même nous dire que c'est en train de se retourner, que peut-être ses clients vont déstocker au premier trimestre, et qu'on n'est pas du tout sur une reprise aussi forte et aussi positive. Et puis vous avez ces acteurs des semi-conducteurs très pointus, qui eux ont ce qu'on appelle un pricing power, ils ont des vraiment large, et le marché est en train de jouer vraiment une explosion. Alors jusqu'où on va, est-ce que le marché va pas trop loin ? Ça c'est la grande question, parce que eux-mêmes ne savent pas jusqu'où on va aller, mais je dirais que là on est dans la phase constitution des capacités de calcul. Alors, si vous écoutez des gens qui font les logiciels qui servent à faire l'intelligence artificielle, ils vont dire, de toute façon, c'est une demande infinie de capacité, puisque c'est très consommateur d'énergie, très consommateur de capacité de calcul. Et si on devait demain tous utiliser l'intelligence artificielle, il y aurait une demande telle que c'est vraiment un boulevard et une source de profit. Donc ça, c'est première chose. On peut comprendre que le marché s'emballe, parce qu'ils se disent finalement, j'ai pas de visibilité sur la conjoncture, j'ai pas de visibilité sur ce que vont faire les banques centrales, mais j'ai un secteur qui, quoi qu'il arrive, va se comporter bien. Donc je vais le payer cher, mais tant pis, je préfère concentrer tous mes investissements sur ce secteur qui peut que monter. Et puis après, il y a quand même quelques petits éléments de frein. Alors les petits éléments de frein, c'est la montée de la concurrence,
notamment pour Nvidia, AMD. Il faudra faire attention qu'il n'y ait pas quelques éléments où on va dire ils n'ont pas forcément la capacité de maintenir des marges aussi élevées parce qu'on augmente les capacités et qu'il y aura plus de concurrence. Donc ça peut être un premier point. Alors là, on peut aller peut-être plus vers les fondeurs. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de fondeurs qui sont capables aujourd'hui de faire ces puces-là. Et c'est TSMC qui est le principal. Donc on a vu, ça peut jouer. Donc ça peut faire des arbitrages au sein de ce secteur, mais vous voyez qu'on paye très cher. Et puis il y a quelques facteurs de risque. Si demain, vous utilisez plus votre smartphone pour utiliser l'intelligence artificielle, c'est ce que semble aller vers quoi va Samsung. Et puis peut-être Apple, ça sera plus au niveau local. Donc on aura peut-être un peu moins besoin des serveurs qu'on peut anticiper. Et puis derrière, il y a aussi la question, c'est est-ce qu'il ne faut pas jouer la deuxième vague ? Et la deuxième vague, ce sont ceux qui vont déployer l'intelligence artificielle. Et c'est là où on aura peut-être aussi un deuxième round, à mon avis, au niveau des marchés, puisque là, on a bien valorisé les acteurs qui font les pelles. Maintenant, il faut peut-être prendre les acteurs qui vont distribuer l'intelligence artificielle. Et c'est là qu'il y a peut-être beaucoup plus de potentiel pour les prochaines semaines. Est-ce qu'on est à ce moment-là, selon vous, Vincent, où on va voir le thème de l'intelligence artificielle générative se diffuser au-delà des premiers vendeurs de pelles et de pioches ? Et puis, quand même, sur le secteur des semi-conducteurs en tant que tel, je le disais, le SOX bat de nouveaux records déjà depuis quelques temps maintenant. Est-ce que c'est une thématique ou un secteur qu'il faut continuer de porter pour 2024 ? Dans mes souvenirs, en fait, quand on adopte une technologie au niveau des bureaux, ensuite on l'adopte au niveau personnel, quand elle est vraiment séduisante, qu'elle est vraiment majeure. J'ai l'impression qu'au niveau des bureaux, c'est déjà fait, enfin, ou en tout cas l'idée de devoir l'adopter est déjà consensuelle. Et à titre personnel, je ne sais pas pour vous, mais moi oui, déjà. Donc je pense que c'est une révolution, quelque chose de majeur, et que du coup, effectivement... Les barrières ou les freins qu'on peut imaginer à l'adoption de ces usages, pas peut-être des corporations qui vont essayer de freiner parce qu'elles savent que c'est une menace, etc. Repousser un peu dans le... Mais vous dites, il y a quand même une vitesse de diffusion de l'usage qui est beaucoup plus rapide que ce qu'on avait dans les précédentes révolutions technologiques. C'est pas parce qu'il y a des trolls que j'utilise pas Twitter. Donc c'est simplement une question d'éducation ensuite, de connaître les limites de l'outil, de savoir qu'il y a des biais, qui peut à certains moments disjoncter. Donc effectivement, je pense qu'il va falloir l'appréhender correctement, éduquer les gens pour se méfier de certains biais que ça peut avoir. Mais je pense que l'adoption, pour moi, elle est évidente. Donc, évidemment, la première étape, c'est les pelles et pioches, donc les semi-conducteurs. La deuxième, c'est les développeurs de logiciels. Enfin, et c'est déjà le moment pour vous de basculer un peu En bourse, oui. Dans la réalité, c'est peut-être trop tôt, mais en bourse, oui, mais c'est ce dont on parle. C'est ce dont on parle. En bourse, pour moi, on bascule sur cette étape, oui. Oui. Ça fait écho à la communication d'un SAP aujourd'hui, particulièrement salué parce qu'il y a tous les buzzwords, quoi. C'est intelligence artificielle, alors on va se restructurer pour se mettre en ordre de marche, pour capter ces nouveaux marchés, c'est la croissance séculaire pour nous devant pour des années, quoi. Oui, on nettoie les effectifs et on en embauche d'autres qui vont être spécialisés sur les thématiques, oui. ASML et SAP, leader de l'Eurostoxx 50 aujourd'hui. Je trouve que c'est intéressant. Ça nous rappelle que l'Eurostoxx 50 a changé quand même par rapport à il y a 10-15 ans où on avait de la belle banque, de la utilities ou du telco. Là, on a quand même, alors des boîtes en pointe, j'en sais rien, mais en tout cas, on a de la vraie tech aujourd'hui et de la hard tech et du software. Sur SAP, attention, le problème c'est qu'en fait, en Europe, il n'y a pas énormément de grosses sociétés de technologie. Donc effectivement, c'est la seule grosse société de logiciels. Faut quand même rappeler, SAP, c'est quand même un diesel. Hein. Donc c'est donc le leader mondial ce qu'on appelle des logiciels de RP. Donc c'est des plannings de production au sein de l'entreprise. C'est bien simple. J'ai pas rencontré une entreprise qui n'a pas hurlé lorsqu'elle a mis 2, 3 ou 4 ans pour mettre en place SAP. Donc la force ou la faiblesse des SAP, c'est qu'une fois qu'on l'a, c'était tellement pénible de le mettre en place qu'on ne peut plus en sortir. Mais l'argument de vente, c'était... En revanche, et c'est pour ça que boursièrement, sincèrement, j'ai eu du mal à être très convaincu. C'est OPO historique et quand même. Le titre a pas mal faire monté. Remarquer, Alain. Le titre a remonté l'année dernière. À un moment, il avait essayé de revamper son offre avec un truc qui s'appelait HANA,
qui était une sorte de SAP+, où on remettait un coup de peinture sur le locomotive, et ça avait recréé un petit peu de revenus, mais pas tant que ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les marchés commencent à... Les résultats, objectivement, n'étaient pas si bons que ça, mais qu'est-ce qui plaît ce matin? C'est deux choses. C'est le premier, qu'ils accélèrent dans la partie cloud en termes de perspective, des croissances plutôt 26-27 que 25. Donc ça, c'est plutôt le bon côté de la force. Et puis, un plan de restructuration qui va quand même pas mal peser sur le cash flow, mais qui donne l'impression qu'ils veulent changer effectivement de braquet, se focaliser sur les nouveaux produits. Maintenant, nous, la question qu'on se pose en interne, c'est que l'intention est très louable, mais mettre un TGV sur une machine à vapeur, ça va être compliqué. Parce que l'exécution, le track record en matière d'exécution pour ce genre de projet ou de virage chez SAP est pas évident. La difficulté, en fait, c'est qu'ils ont une plateforme qui est, entre guillemets, robuste, mais qui commence à être très vieille. Donc, ils ont fait plein de développements sur un moteur qui est, somme toute, assez ancien. Et c'est très compliqué de... Justement, quand on rajoute des fonctionnalités supplémentaires sur un vieux truc, à la fin, ça devient compliqué. Donc, à un moment, soit on se réinvente totalement, mais c'est très compliqué au sein des organisations de changer, soit ils arrivent à trouver des petits ajouts qui vont permettre d'apporter les plus des nouveaux logiciels, de l'intelligence artificielle, mais il faut que la plateforme historique soit capable de le supporter. Et là, on est un peu en doute. En tout cas, nous, on ne voit rien. Le marché fait crédit, mais doit faire ses preuves. Vous dites pour ASML. Voilà, ils ont mis les bons mots. Sur ASML. En revanche, c'est différent. Là, c'est sur impeccable. ASML, oui. Alors, rappelons d'ailleurs au passage que même si ça fait déjà 6-9 mois que tout le monde s'attendait à ce que le marché des semi-conducteurs atterrisse en fin d'année, début d'année 2024. On l'a vu un peu trop tôt parfois. Et que le rebond soit pour après. ASML, clairement, là, ils ont indiqué que le premier trimestre serait plutôt assez faible. Ce qui a marqué, et que le vrai redémarrage, c'est 2025. Mais ce qui permet de le rendre crédible, c'est que les prises de commandes étaient quasiment 3 fois supérieures à celles du trimestre précédent. Donc oui, ça ne va pas se traduire tout de suite dans les chiffres. En revanche, ça crédibilise, et plus que fortement, l'idée d'un fort rebond en 2025. C'est pour ça que le titre en profite, et c'est tout à fait légitime. Et sur SAP, je dirais prudence, parce que on comprend qu'il va y aller vers l'IA. Pas le même cheval, quoi. Mais on part d'une plateforme qui est très ancienne et culturellement, c'est pas forcément évident. Est-ce que les jeunes ingénieurs d'IA ont envie d'aller travailler chez SAP? C'est pas gagné. Déjà, il faut qu'ils remettent 8000 personnes sur le marché, là. Donc, Oui, mais c'est pas les mêmes. Oui, c'est pas les mêmes. Plus globalement, Vincent, où est-ce qu'il y a des points d'attention là pour cette saison de publication? Où est-ce qu'on va voir de vrais problèmes de demande, peut-être pour certains secteurs aujourd'hui, avec un pouvoir de fixation des prix des entreprises qui va s'éroder, voire se dissiper totalement? Où est-ce qu'il y a encore du vent dans les voiles et peut-être même des déséquilibres offre-demande qui seraient favorables encore à la croissance bénéficiaire et aux marges? Alors, je sais que tout le monde regarde les marges. Moi, j'ai l'impression qu'il faut commencer à regarder de nouveau les chiffres d'affaires, notamment dans tout ce qui est industriel, parce qu'en fait, on a eu des effets stock qui ont été très importants avec la Covid et ensuite avec la guerre en Ukraine et l'hyperinflation. Donc, pour moi, en fait, l'année dernière, il y a eu un gros trou d'air sur beaucoup de dossiers industriels à cause de ça. En plus, l'économie était en train de ralentir, donc ça en rajoutait une couche. Si on est bel et bien dans la perspective d'un rebond économique l'année prochaine, qu'en plus les stocks ont déjà été en partie érodés l'année dernière, moi, ça commence à m'intéresser de regarder les industriels pour voir si, en termes de chiffre d'affaires, c'est pas en train de se réveiller. Donc, à la limite, les marges, leur structure de coût, il faut évidemment le regarder. Creuser, mais je pense que la hausse des volumes peut, d'une certaine manière, compenser la baisse des marges. Donc, en structure globale sur les bénéfices, je pense qu'on peut s'en sortir correctement. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de regarder un peu la décomposition géographique des résultats. Parce que les gros mouvements de délocalisation Chine vers les pays périphériques ou ce genre de choses, je trouve ça intéressant. Je suis curieux de voir si la méfiance qu'on voit en bourse à l'encontre de l'Europe, c'est-à-dire on a une guerre à nos frontières, donc les investisseurs qui se méfient de la zone, est-ce qu'on retrouve la même chose au niveau industriel ? Voilà, ça c'est des messages qui moi m'intéressent pour voir un petit peu la déconnexion qu'il peut y avoir entre la bourse et le réel. Et je m'attends en fait bien à
a une forme de rééquilibrage entre les services qui ont très très bien tenu depuis 2 ans, qui ont fait un rattrapage depuis la Covid. Moi, je m'attends à ce que ça s'essouffle et qu'à l'inverse, la partie industrielle qui a souffert depuis 2 ans, elle commence à se réveiller. Et que ça soit probablement, je dirais, vers l'été. C'est-à-dire, en clair, plus on approchera de 2025 avec une reprise économique, plus la tentation des investisseurs de faire cette bascule, de faire une rotation sur les portefeuilles devrait se mettre en place. À la faveur des résultats qui vont arriver. Ce que décrit Vincent, j'ai l'impression que c'est exactement la leçon qu'on peut retirer des PMI du jour, par exemple, dans une certaine mesure. Christian, le manufacturier semble avoir marqué un point bas et offre des surprises légèrement positives sur les PMI qu'on a vues en zone euro. À l'inverse, on commence à avoir des déceptions et des surprises négatives sur la partie service. Alors, il y avait 2 choses. Alors, il y a quand même un élément qui reste très négatif, tant pour l'industrie que pour le secteur des services, qui est, moi, très important en tant qu'économiste. C'est le jour où je verrai la composante production passer sous la composante nouvelle commande. D'accord. Ça, c'est quand même important, parce que là, on est encore sur une contraction des carnets de commandes. Donc, on sera un peu rassuré sur la conjoncture quand j'aurai ajusté mon niveau de production à un niveau inférieur des nouvelles commandes, parce qu'on pourra se dire, là, on est sur quelque chose qui va se redémarrer et qui est beaucoup plus durable. Là, ce que nous disent les données, c'est qu'on chute moins vite. Et il faut dire qu'on a tellement chuté dans l'industrie qu'au bout d'un moment, ça peut quand même commencer un peu à se stabiliser. C'est pas mauvais. Et surtout, je suis d'accord, il y a eu un effet stock qui a été très important et qui a expliqué la chute de l'industrie. Donc, ça peut se calmer. Alors que dans les services, on n'a pas forcément cet amortisseur. Par contre, ce qui est un petit peu inquiétant dans les enquêtes qu'on a eues dans les PMI Flash, c'est la partie inflation qui repart. Alors, avec 2 éléments. D'une part, du côté de l'industrie, on a bien une hausse des délais de livraison, on a bien une légère hausse, ça dépend des pays. C'est directement corrélé à la mer Rouge. Voilà, ça c'est lié à la mer Rouge. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que dans l'industrie, on ne peut pas le répercuter sur ses prix de vente. Donc, c'est fini, c'est fini. Donc, ça veut dire que ça va être plutôt un élément négatif. On n'est plus en 2021-2022 là. La hausse des coûts, c'est plutôt un effet sur les marges que sur les prix de vente. Bon, ça peut être un petit peu négatif pour les bénéfices, mais ça peut rassurer la BCE de son côté. Par contre, ce qui est peut-être un peu plus inquiétant, c'est que dans la partie service, on a une hausse des prix payés, une hausse des coûts de production, principalement salaire, et là ça s'est répercuté dans les prix de vente encore, et il y a une petite accélération des prix. Donc ça, c'est beaucoup plus inquiétant, parce que certes ça ralentit dans les services, mais peut-être pas suffisant, et pour l'instant on continue d'augmenter les prix. Donc ça veut dire que dans les prochains mois, on va quand même avoir une inflation. Alors je suis pas inquiet, on est dans un grand mouvement de désinflation, je vous parle pas d'un retour de l'inflation, mais ça justifie pleinement le discours prudent des banquiers centraux en disant attention, l'inflation va ralentir beaucoup plus lentement maintenant, parce qu'on attaque le dur, et le dur, c'est l'inflation dans les services, et l'inflation dans les services va peut-être rester un peu plus dynamique qu'on l'anticipe dans les prochains mois. Donc c'est juste le petit bémol que je mettrais, c'est-à-dire qu'on ne ralentit pas suffisamment les services pour que l'inflation véritablement se calme dans ce segment-là, et ça sera très regardé naturellement par les banques centrales. D'où le fait que la BCE se fixe visiblement le mois de juin comme étant un horizon acceptable aujourd'hui. Parce qu'ils veulent voir les statistiques sur les salariales, et on comprend bien pourquoi. Mais très clairement, c'est un passage un peu à vide pour les marchés, parce que d'un côté, on n'a pas forcément les bonnes nouvelles de la reprise, et de l'autre, on a les banquiers centraux prudents. Ça ne donne pas une image très favorable par rapport à ce qu'on avait en décembre, où c'était meilleur des mondes. On verra. Je n'ai pas ouvert la boîte Banque Centrale, on a déjà beaucoup parlé. Christine Lagarde s'est exprimée au moins 4 ou 5 fois la semaine dernière. Je crois qu'elle a tout dit en prévision de la réunion de la BCE demain et de la Fed la semaine prochaine. Je voulais qu'on dise un mot des small caps quand même, Alain. Bon, il y a eu le rebond de fin d'année quand même, qui a pu être assez violent d'ailleurs. Comment on transforme l'essai ? Novembre-décembre, c'est la première fois depuis 5 ans qu'on a un rebond. Une séquence de surperformance, voire surperformer le marché. Notons que, à l'exception, là, à part les 2 derniers jours, où là, il y a quelques large caps qui performent très bien, depuis le début de l'année, les small mid font jeu égal, voire un petit peu mieux que les larges. Donc, pour l'instant, ça tient. Maintenant, ça reste, dans mon point de vue, encore un peu un call top-down, c'est-à-dire les stratégistes, ils disent oui, l'écart est colossal, forcément, il y a un moment, ça va revenir, ne serait-ce que surtout si on commence à penser à une baisse des taux d'intérêt, à une reprise 2025 qui pourrait se traduire par anticipation, il y a des niveaux de valorisation qui font que, elles sont très attractives, mais ça, c'est pas nouveau. 2, que peut-être les flux pourraient commencer à revenir. Pour l'instant, c'est encore un peu modeste. Mais c'est vrai que le call, pour l'instant, est quand même plus top-down que bottom-up. Est-ce que les résultats vont aider à passer d'une logique top-down à quelque chose de bottom-up un peu plus constructif ? Pour être tout à fait honnête, je pense que les résultats des prochaines semaines, les résultats ne vont pas forcément être extraordinaires.
Donc, mais ça, c'est aussi vrai pour les larges, mais je pense que les petites, le soutien bottom-up, il viendra plutôt dans les trimestres qui suivront. Maintenant, ce qu'on entend par rapport à ce qui était dit juste avant, c'est que moi, je pense on reste quand même dans une phase de ralentissement économique. Donc, les chiffres d'affaires vont pas être très bons. Les marges, dans un premier temps, elles vont souffrir d'une moindre activité. Alors, on note effectivement qu'il y a quand même... J'ai vu pas mal d'entreprises qui commencent à nous dire que du côté des coûts, notamment matières premières, transport, il y a quand même des éléments. Là, il y a beaucoup moins d'inflation, mais du côté des coûts, selon les entreprises, il pourrait y avoir des amortisseurs. Donc moi, pour l'instant, paradoxalement, je suis peut-être plus négatif sur les chiffres d'affaires que sur les marges, notamment dans l'industrie. Les salaires ont monté, mais d'autres prix ont baissé. Il y a quand même des facteurs qui font qu'on va pouvoir reconstituer un petit peu en amont ce qu'on perd en aval. Et la deuxième chose, c'est que beaucoup, en effet, disent que les derniers trimestres ont été durs, mais qu'il y a une partie qui est liée à un effet des stockages qui est massif, et que même si les entreprises, à défaut de parler de reprise, commençaient à stabiliser leur stock, bien pour certains industriels, ça voudrait dire quand même une petite embellie. Donc ça, c'est aussi... Alors, il faut voir le calendrier, mais c'est un point dont il faut tenir compte également. Donc au final, oui, je pense que les petites et moyennes valeurs, dans une perspective de baisse des taux d'intérêt, avec une reprise dans quelques trimestres, aujourd'hui, elles peuvent au moins faire jeu égal avec les grosses. Et comme il y a une optionnalité sur le fait qu'elles devraient faire mieux après, c'est pour ça qu'un certain nombre de gens commencent à s'y intéresser, effectivement. Oui. Mais les résultats eux-mêmes ne vont pas encore être flamboyants dans l'immédiat. Bon. Petit tour de table rapide là sur une conviction ou quelques convictions clés que vous avez là en matière d'investissement pour cette année, enfin en tout cas au moment où on se parle, Alain. Donc j'ai une repondération des small mid cap, oui, effectivement. Deuxième point, c'est avec une baisse des taux, qui va arriver, on ne sait pas exactement quand, mais on est toujours assez positif sur les foncières cotées. Elles sont bien rebondies sur les derniers mois de l'année, mais on est encore sur des niveaux de décote par rapport à l'histoire qui sont... on est plutôt à 30-35 de décote, là où on pourrait plutôt être à 20-25. Et la deuxième chose, c'est que, rappelons, c'est un secteur dont le compte de résultat, pour la plupart des boîtes, est correct. Le bilan est correct. Ce qui posait problème, c'est... leur capacité à effectuer des cessions, parce que tout était bloqué, et leur capacité à se refinancer, parce que par nature, tous les 7 ans, on fait un peu tourner le portefeuille. Parce que le gros avantage depuis depuis quelques mois, c'est pas que les prix ont arrêté de baisser, ils continuent de s'éroder légèrement, ça c'est normal, mais c'est que qu'il commence à y avoir un petit peu plus de transactions, et surtout les entreprises ont pu se refinancer à des taux un peu plus intéressants. Certaines ont fait des augmentations de capital, alors évidemment légèrement dilutives, mais ce qui est à peu près sûr aujourd'hui, c'est qu'elles ne vont pas se cracher dans les 12-18 mois quand le marché avec un mur de la dette sera au plus bas. Je comprends. Elles vont survivre, et du coup, si elles survivent, ça veut dire que cette décote est trop élevée, donc il y a un point de rebond. Voilà. Vincent ? Position sur les obligations d'entreprise. On est confiant sur les perspectives de cycle. On a une baisse des taux à venir. On a des rendements qui sont élevés. Ça me paraît plus séduisant que les obligations d'État parce que les banques centrales ont encore potentiellement du quantitative tightening à faire. Donc obligation d'entreprise. Peut-être le Russell pour rejoindre un petit peu la thématique donc small limit cap US. Des small limit cap. Nous, on en a mis déjà un petit peu. Et je pense que l'élection de Trump peut potentiellement réveiller les petites capitalisations. Si on se dit que le but, c'est de relancer l'économie nationale en priorité, les petites capitalisations américaines pourraient peut-être se réveiller à cette occasion. MAGA au carré ou plus encore. Voilà. Pour finir avec vous, Christian, une idée forte pour vous aujourd'hui? Moi, pour l'instant, je ne vais pas être original. Je pense qu'il faut rester relativement prudent, des secteurs plutôt défensifs, ou alors des thématiques comme l'intelligence artificielle, qui est pour moi une thématique de défensif. Ça paraît étonnant de dire ça. C'est acyclique. C'est acyclique pour vous aujourd'hui. Pour l'instant, tant qu'on n'a pas de visibilité, vous allez sur ces valeurs-là, même si la valorisation est très élevée. Pas besoin, le marché est déjà dessus. On verra. J'ai pas vu quand étaient les résultats de Nvidia. Ce sera évidemment un moment clé quand même de ce début d'année dans les prochaines semaines. Mais ils vendent le futur. Demain matin. Mais ils ont délivré quand même. Ils ont délivré. Je veux dire, ils vendent le futur, mais c'est pas un PowerPoint comme en 2000, quoi. Enfin, je veux dire, il y a eu quand même du chiffre d'affaires encaissé déjà et des commandes prises. C'est pas du métavers. C'est pas du métavers. Très au-dessus des attentes et profitable. Et profitable. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Christian Parizeau, Altair Economics, Alain Dubrul, Claresco et Vincent Lecartier, WeSave.